Nous accueillons maintenant l'analyste des affaires internationales, Eylon Lévy Elon. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Heureux d'être ici. N'est-ce pas? Les États-Unis et l'Iran viennent d'achever leur deuxième série de discussions indirectes à Genève sur le programme nucléaire de Téhéran. De votre point de vue, Eylon, quels sont les principaux points de blocage qui subsistent et à quel point est-il réaliste que les deux parties puissent combler ces écarts? Malheureusement, il semble que le régime iranien n'ait aucun intérêt à être neutralisé en tant que menace majeure pour la stabilité du Moyen-Orient et la stabilité mondiale. Et cela signifie que les chances d'une action militaire américaine contre l'agression iranienne sont bien réelles. La Maison-Blanche a affirmé des avancées sur le nucléaire, mais l'Iran refuse de reconnaître les lignes rouges présidentielles sur d'autres sujets. Quelles sont-elles? Ce n'est pas seulement que l'Iran essaie de construire une arme nucléaire, c'est aussi son programme de missiles balistiques à longue portée, son soutien aux armées par procuration dans la région, comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Ils ont bien sûr soutenu des radicaux chiites au Nigeria également, ainsi que la répression brutale de leur propre population. Je pense que le président Trump regarde le régime iranien et voit qu'il est plus faible qu'il ne l'a jamais été. Après que la guerre menée par ses armées supplétives contre Israël lui a explosé spectaculairement au visage. Et il dit aux Iraniens, vous devez accepter que vous ne pouvez plus être une menace pour la stabilité mondiale. Donc, soit vous acceptez un accord qui fera de vous un pays normal, soit les États-Unis devront attaquer afin de protéger leurs propres intérêts vitaux et d'empêcher l'Iran d'exporter ce chaos et ce terrorisme dans toute la région. Et nous avons vu Washington déployer des porte-avions et renforcer sa présence militaire dans la région, tandis que Téhéran répond par des avertissements concernant ses propres capacités. Comment voyez-vous cela? Est-ce que ces démonstrations de force influencent les négociations? Est-ce qu'elles poussent l'Iran à faire des compromis ou rendent les discussions encore plus difficiles? C'est une escalade très agressive de la part de l'Iran d'avoir fermé le détroit d'Ormuz hier. Rappelons qu'un cinquième du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz et que l'Iran le bloque est un avertissement. Si les États-Unis l'attaquent, il est prêt à mettre en péril toute l'économie mondiale et à entraîner l'ensemble de l'économie mondiale avec lui. Maintenant, le président Trump envoie une quantité colossale de puissance de feu au Moyen-Orient. Il a déjà envoyé l'USS Abraham Lincoln, un deuxième porte-avions. Un grand nombre de chasseurs affluent au Moyen-Orient. Il y a donc deux options. La première, c'est que c'est du bluff. Et le président Trump essaie de faire pression sur les Iraniens pour qu'ils acceptent un accord acceptable, ou alors il se prépare vraiment à la guerre. Mais la meilleure façon d'obtenir un bon accord des Iraniens, c'est de les convaincre que cette mobilisation est trop importante pour n'être qu'un simple bluff. Mais s'il y a une chose de vrai, c'est que le régime iranien qui scande mort à l'Amérique, mort à Israël, mort à l'Angleterre, qui a financé tant de groupes terroristes à travers le monde, ne va pas mettre fin de lui-même à cette activité déstabilisatrice. Et le seul espoir de pousser l'Iran à accepter des conditions qui l'empêcheront d'être une menace mondiale, c'est que les États-Unis poursuivent cette diplomatie de la canonnière et fassent sentir aux ayatollahs en Iran qu'ils n'ont pas d'autre choix que de jouer le jeu correctement, au-delà même de la dynamique immédiate entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qu'un accord réussi ou l'échec d'en conclure un signifierait pour la stabilité au Moyen-Orient et pour les marchés mondiaux de l'énergie? La meilleure chose qui pourrait arriver à la sécurité du Moyen-Orient serait que le régime iranien tombe et que le pays réussisse une transition vers la démocratie. Le régime iranien a poursuivi une stratégie agressive en implantant ses propres armées par procuration à travers tout le Moyen-Orient. Prendre le contrôle du Liban par l'intermédiaire du Hezbollah, prendre le contrôle de la Syrie par le régime d'Assad, prendre le contrôle de Gaza par le Hamas, construire des missiles longue portée capables d'atteindre l'Europe. Si ce régime qui a tenté d'exporter sa propre version violente de l'islam chiite tombe et que l'Iran connaît une transition démocratique, ce serait la meilleure chose pour la sécurité du Moyen-Orient. Maintenant, si le président Trump veut conclure un accord avec le régime iranien, il demande en gros au Léopard de changer ses tâches. Il veut que le régime iranien cesse de faire toutes les choses qui en ont fait un régime radical, révolutionnaire et fondamentaliste. La quête d'armes nucléaires, les armées par procuration, l'oppression intérieure. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a très peu de chances qu'ils parviennent à un accord,
à moins que les États-Unis ne soient prêts à revenir sur leur propre ligne rouge. Mais cela aussi est peu probable, car cela compromettrait sérieusement la crédibilité américaine dans la région. C'est pourquoi la possibilité que les États-Unis attaquent l'Iran afin de neutraliser cette menace une bonne fois pour toutes est très réelle. Et ici en Israël, tout le monde est certainement en suspens depuis un mois, parce que nous savons que si les États-Unis attaquent l'Iran, l'Iran ripostera en tirant à nouveau des missiles balistiques sur nos villes. N'est-ce pas? Et vous savez, la direction iranienne dit que la position des États-Unis est désormais plus réaliste. Oui, son guide suprême souligne également la dissuasion stratégique. Comment les analystes doivent-ils interpréter ces déclarations? Comme une tactique de négociation, un moyen de pression, un message destiné à l'intérieur du pays, ou même les deux? Je pense que le régime iranien essaie de gagner du temps et d'épuiser les Américains en agitant la promesse de la diplomatie, même s'ils n'ont aucune intention d'abandonner leur programme de missiles balistiques ou leurs forces par procuration. Et ils ont clairement dit que ces questions étaient totalement exclues des discussions. Mais le régime iranien aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 2 ans. Le régime iranien est bien plus faible qu'il ne l'était à la veille de la guerre du 7 octobre, parce que lorsque le Hamas a envahi Israël il y a 2 ans, avec le massacre du 7 octobre, cela a déclenché une série d'événements qui l'ont sérieusement affaibli à Gaza, ont mis un coup d'arrêt au Hezbollah au Liban et l'ont sérieusement affaibli. Les Houthis ont provoqué la chute du régime Assad et ont conduit à l'action conjointe réussie des États-Unis et d'Israël contre l'Iran cet été, qui a détruit une grande partie du programme nucléaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bruit de sabre de la part de l'Iran qui n'est plus aussi fort qu'avant. Mais maintenant, l'Iran essaie de retrouver cette position de force régionale pour continuer à terroriser la région. Et je pense que le président Trump comprend que ce n'est pas le moment de lancer une bouée de sauvetage au régime iranien. Parce que s'il le fait, le régime iranien retournera simplement à ce comportement agressif au Moyen-Orient. Et la suite du programme arrive bientôt. Alors que le festival du printemps se poursuit, des dragons défilent dans les rues de Mexico pour les célébrations du Nouvel An chinois. Bienvenue à nouveau. La vice-présidente des Philippines, Sara Duterte, a officiellement déclaré sa candidature pour l'élection présidentielle de 2028. L'annonce de la femme de 47 ans intervient dans un contexte de tension politique avec l'actuel président Ferdinand Marcos Jr., qui n'est pas éligible à la réélection. Marcos et Duterte s'étaient présentés ensemble en 2022, remportant une victoire écrasante, mais leur alliance s'est depuis effondrée. Madame Duterte, fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, a juré de consacrer sa vie et sa force au service de la nation, déclarant simplement « Je suis Sara. Je vais me présenter à la présidence des Philippines ». Le conflit s'est intensifié l'année dernière lorsque Marcos a autorisé la Cour pénale internationale à arrêter son père, qui est maintenant détenu à La Haye. Il fait face à un procès pour des crimes contre l'humanité présumés liés à sa guerre contre la drogue. À 2 ans des élections, on s'attend à ce que la compétition soit extrêmement personnelle, reflétant le système politique philippin fortement axé sur la personnalité. Le Congrès du Pérou a destitué le président intérimaire 4 mois après son entrée en fonction pour ne pas avoir divulgué des réunions avec des hommes d'affaires chinois. Le scandale a éclaté le mois dernier après la diffusion de vidéos montrant le président rencontrant à plusieurs reprises, en dehors de son agenda officiel, l'homme d'affaires Ziwa Yang, qui faisait l'objet d'une enquête gouvernementale. Le président s'était auparavant excusé pour ces rencontres, mais a nié toute faute, accusant ses rivaux de mener une campagne de diffamation publique. Sa destitution fait de lui le 3e président consécutif à être évincé, après avoir remplacé l'ancien dirigeant qui avait été destitué en octobre de l'année dernière. Et les Nations Unies pleurent la disparition de l'icône des droits civiques, le révérend Jesse Jackson.
Le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa tristesse face à la perte d'un géant du mouvement des droits civiques et d'un défenseur de longue date des droits humains, de l'égalité et de la justice dans le monde entier. S'adressant aux journalistes, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné l'implication du président Jackson auprès des Nations Unies. Il a souligné qu'il a prêté sa voix puissante aux efforts de l'organisation contre le racisme et l'apartheid et qu'il a participé à plusieurs événements au siège de l'ONU. Le secrétaire général a adressé ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches du révérend Jackson, ainsi qu'au peuple et au gouvernement des États-Unis, en rendant hommage à son combat de toute une vie pour la justice. Je peux vous dire que le secrétaire général a été attristé d'apprendre le décès du révérend Jesse Jackson, un géant du mouvement des droits civiques aux États-Unis et un défenseur de longue date des droits de l'homme, de l'égalité et de la justice à travers le monde. Le révérend Jackson a prêté sa voix puissante au travail de l'ONU contre le racisme, contre l'apartheid et pour les droits de l'homme, y compris en participant à de nombreux événements ici au siège des Nations Unies. Le secrétaire général adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu'au gouvernement et au peuple des États-Unis. Près de 3 ans après le début de la guerre au Soudan, les Nations Unies ont averti que la région est confrontée à une crise de déplacement sans précédent, avec des besoins humanitaires largement supérieurs aux ressources disponibles. Lors d'un point de presse, la porte-parole de l'ONU a affirmé que les attaques de drones contre les civils, quasi quotidiennes, provoquaient toujours des déplacements massifs vers les pays voisins. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et 1,3 partenaires lancent un appel urgent de 1,6 milliard de dollars pour soutenir près de 6 millions de personnes dans 7 pays d'ici la fin de l'année. Ce financement permettrait de fournir de la nourriture, un abri, des soins de santé et une protection. Près de 3 ans après le début de la guerre dévastatrice au Soudan, marquée notamment par des attaques de drones quasi quotidiennes contre les civils, la région fait face à une crise de déplacement sans précédent, les besoins humanitaires dépassant largement les ressources disponibles pour y répondre. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et 123 de nos partenaires recherchent d'urgence 1,6 milliard de dollars pour fournir de la nourriture, un abri, des soins de santé, une protection et un soutien digne à 5,9 millions de personnes dans 7 pays voisins du Soudan d'ici la fin de l'année. Et l'autorité de régulation des médias de Gabon a annoncé la suspension des plateformes de réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre, invoquant des préoccupations concernant ce qu'elle qualifie de propagation de fausses informations et d'abus en ligne. Dans une allocution télévisée, la Haute Autorité de la Communication a déclaré que le cyberharcèlement et la divulgation non autorisée de données personnelles avaient attisé les tensions et creusé les divisions dans le pays. Elle n'a pas précisé quelles plateformes seraient concernées, mais des services comme WhatsApp, Facebook et TikTok sont largement utilisés. Mercredi, en milieu de matinée, des utilisateurs ont signalé des perturbations partielles, certains n'arrivant pas à accéder à Facebook et TikTok. Cette mesure survient alors que l'agitation sociale augmente dans ce pays d'Afrique centrale, où enseignants et fonctionnaires ont fait grève pour protester contre salaires et conditions de travail. Le président Brice Nguema, arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2023 et ayant remporté les élections l'année dernière, fait face à une pression croissante alors que le pays est confronté à des défis économiques et politiques. Eh bien, il semble que l'Union européenne s'attaque elle aussi à la conception addictive des plateformes de réseaux sociaux dans le cadre d'une lutte, plus précisément contre TikTok, qu'elle accuse de ne pas avoir suffisamment évalué comment ces fonctionnalités pourraient nuire aux utilisateurs. Pour en savoir plus, retrouvons Thomas Sparrow, correspondant de nos partenaires DW à Berlin. Thomas, ravi de vous voir aujourd'hui. Que prévoit exactement l'Union européenne pour amener des plateformes comme TikTok et d'autres réseaux sociaux à modifier leurs fonctionnalités? Et comment TikTok a-t-il réagi? La Commission européenne, c'est-à-dire l'organe exécutif de l'Union européenne, estime plus précisément que TikTok ne respecte pas des règles qui sont très importantes dans le cadre de ce qu'on appelle le Digital Services Act. C'est une loi phare ici en Europe qui rend les plateformes responsables non seulement du contenu publié en ligne, mais aussi de la protection des utilisateurs.
Et ce que la Commission européenne pense précisément, c'est que TikTok n'a pas pris en compte ces questions. Plus précisément en ce qui concerne ce qu'elle a décrit comme l'algorithme dit addictif ou le schéma addictif que l'on peut observer sur des plateformes comme TikTok. Ce que la Commission européenne entend précisément par ce design addictif, ce sont des questions comme les notifications push, veiller à ce que les utilisateurs restent et interagissent au maximum sur la plateforme avec ses recommandations personnalisées. Donc plusieurs éléments qui font partie de ce design addictif. Selon la Commission européenne, ces conclusions sont cependant préliminaires. Donc, en gros, maintenant, la balle est dans le camp de TikTok. TikTok aurait rejeté ces conclusions de la Commission européenne. Il peut maintenant les contester, par exemple, devant un tribunal. Mais si, au final, ces conclusions de la Commission européenne sont maintenues, TikTok pourrait faire face à de très lourdes amendes financières. Et à quel point l'addiction aux réseaux sociaux est-elle un problème en Allemagne ? Là où vous êtes, c'est un gros problème. En fait, une enquête a été publiée il n'y a pas longtemps, une enquête commandée spécifiquement par un très grand fournisseur de soins de santé qui a révélé qu'environ un quart des adolescents en Allemagne sont soit déjà dépendants des réseaux sociaux, soit à risque de le devenir. Et c'est une statistique qui a certainement alimenté le débat ici dans le pays lorsqu'il s'agit d'éventuelles interdictions des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Maintenant, l'Allemagne n'est pas aussi avancée que d'autres pays européens en ce qui concerne ces discussions sur d'éventuelles interdictions, mais c'est un débat qui prend de l'ampleur. Le chancelier allemand, Friedrich Mayert, a affirmé soutenir une interdiction pour les moins de 16 ans. C'est très important parce que son parti, la CDU conservatrice, est normalement opposé aux interdictions. Ils estiment que d'autres mesures sont plus importantes ou du moins plus efficaces, mais le chancelier soutient celle-ci. Divers partis au Parlement allemand étudient précisément à quoi pourrait ressembler une telle interdiction. Par exemple, les sociaux-démocrates de la coalition gouvernementale l'ont dit. Un des éléments potentiels de cette interdiction pourrait être de lier l'utilisation des réseaux sociaux à ce qu'on appelle un portefeuille numérique. Un portefeuille numérique qui inclut une pièce d'identité vérifiée par cette personne. Pour éviter l'utilisation par les moins de 16 ans, la décision sera probablement prise dans quelques mois, donc cet été ou à l'automne en Allemagne. Il y a une commission d'experts qui travaille actuellement de près sur ce à quoi pourrait ressembler cette interdiction et les résultats sont attendus dans environ 6 mois. C'est bien cela, monsieur et Thomas ? L'attention ne porte pas seulement sur TikTok. Les pays européens prévoient également d'inclure d'autres plateformes dans les lois sur la sécurité numérique. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Absolument. D'une part, il y a ce dont nous parlons, TikTok, ou des enquêtes distinctes qui portent également sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Mais une attention supplémentaire est portée sur les soi-disant chatbots d'IA, comme ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini, Grok, etc., qui sont évidemment de plus en plus utilisés, non seulement ici en Europe, mais dans le monde entier. Et quel type d'effets peuvent-ils avoir sur le bien-être des utilisateurs, en particulier en Europe ? Il y a quelques enquêtes en cours, dont une spécifiquement en Irlande contre Grok. Grok est donc le chatbot d'IA qui est lié à X, la plateforme détenue par Elon Musk. Et plus précisément, Grok a été critiqué pour avoir publié une grande quantité de soi-disant deepfakes, en particulier des deepfakes à caractère sexuel. Et maintenant, cette enquête en Irlande va examiner essentiellement ce que Grok a fait de mal et si cela a enfreint des lois sur la protection des données en Europe. Pourquoi l'Irlande ? Parce que le siège européen de X se trouve désormais en Irlande. Par ailleurs, le Royaume-Uni, qui n'est pas membre de l'Union européenne, a également indiqué qu'il prévoyait de modifier certaines de ses lois numériques pour inclure tous les chatbots d'IA afin de s'assurer qu'ils respectent spécifiquement les lois sur la sécurité numérique. N'est-ce pas ? Merci encore Thomas. Alors que nous terminons l'émission, des dragons, des danseurs et des couleurs vives ont envahi les rues de Mexico alors que la capitale célébrait le Nouvel An chinois. Les festivités ont attiré des foules désireuses d'assister au défilé traditionnel de dragons, aux danses du lion et aux feux d'artifice marquant le début de l'année du dragon. Les rues du quartier chinois de la ville ont été transformées avec des lanternes, des banderoles et des spectacles culturels. Les participants ont présenté de la musique traditionnelle chinoise, des arts martiaux, des démonstrations et des costumes élaborés, ravissant aussi bien les familles que les touristes. Les célébrations annuelles honorent non seulement l'héritage chinois, mais mettent aussi en lumière la lutte culturelle entre le Mexique et sa communauté chinoise.
rassemblant les habitants et les visiteurs dans une démonstration animée de musique, de danse et de tradition. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je suis Joke Rogers. Au revoir.